Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'IAE de Paris. Vous l'avez vu, une nouvelle crise se profile ou s'est enclenchée à l'est de l'Europe avec la guerre en Ukraine et l'invasion russe de ce pays. Nous avons la chance à l'IAE de Paris d'aborder aussi des sujets qui ne sont pas directement des sujets de management, mais qui à l'évidence vont entraîner toute une série de phénomènes, et ce, nous pouvons le craindre pour assez longtemps. Je remercie Christine Dugouin, qui est professeure affiliée dans notre établissement. J'ai eu la chance de diriger sa thèse il y a quelques mois maintenant. Et nous lui avons proposé d'échanger et de faire état de ses connaissances et de ses propres analyses sur ce qui se passe exactement, les raisons qu'il y a derrière et également les conséquences qu'il y aura à ce conflit. À l'évidence, ces questions géopolitiques affectent aujourd'hui les organisations, les entreprises, sur les aspects logistiques, sur les aspects approvisionnement et coût des matières premières, affectent également la distribution, affectent l'agriculture, et toute une série de facteurs devront donc gérer cette situation de crise. Les questions géopolitiques sont donc à la source de pas mal de questions managériales et de problématiques managériales que nous cherchons à adresser au sein de notre établissement dans un esprit de pluridisciplinarité. Voilà, donc profitez bien de cette séquence, posez les questions qui vous marquent, qui marquent aujourd'hui même vos activités, pour mes collègues enseignants-chercheurs, leurs activités de recherche, pour les étudiants peut-être leurs orientations professionnelles et leurs choix professionnels. Et je remercie encore à Christine d'avoir pu se rendre disponible très rapidement pour que nous ayons collectivement un point de vue éclairé sur cette situation et ces phénomènes. Un très bon webinaire à tous. Merci Eric. Donc je vais essayer effectivement de le plus rapidement possible, ce qui est une gageure, vous donner un petit peu les dernières évolutions et surtout mettre ça en perspective avec les impacts que cela pourra avoir dans nos pratiques quotidiennes, parce que nous allons avoir un ensemble d'impacts que je vais essayer un petit peu d'expliquer, c'est-à-dire au niveau économique, qui peuvent ensuite se décliner au niveau cyber, et un volet humain avec une possible évolution et surtout une possible horizontalisation du conflit, c'est-à-dire d'autres crises pouvant venir se cumuler à celles que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous refaire un historique complet, ça serait bien trop long. Juste à garder en mémoire assez rapidement que cette crise qui donne aujourd'hui lieu à une guerre entre la Russie et l'Ukraine prend racine en 2013, fin 2013, quand l'Ukraine souhaite, du moins engage un processus pour signer un accord d'association de libre-échange avec l'Union européenne. Cet accord est extrêmement attendu par une partie de la population, notamment les étudiants de la capitale, Kiev, sur les deux universités de Shevchenko et de Brila. Il se trouve que, au dernier moment, in extremis, le président à l'époque en place, Yanukovych, refuse de signer les accords d'association, ce qui entraîne des protestations dans le cœur de la capitale, et que le pouvoir en place ordonne à ces Berkuts, qui sont des forces de sécurité de l'intérieur comparables à des forces d'intervention type CRS ou gendarmes mobiles, de faire une charge, et de faire une charge assez violente sur les étudiants. Et là, Maïdan dégénère. Le reste de la population, même ceux qui finalement n'étaient pas forcément très positionnés au préalable, descendent, soutiennent les étudiants. Et après, vous connaissez l'histoire. Donc, un mouvement séparatiste se crée dans l'Est contre le gouvernement qui a retourné celui de M. Yanukovych à la suite de ces manifestations. Très rapidement, ce mouvement qui ne reconnaît pas Kiev s'y oppose, devient séparatiste. Une guerre en découle, qui démarre en 2014. Et depuis 2014, l'Ukraine est en guerre dans l'est de son territoire, avec donc des républiques autoproclamées séparatistes,
sur lesquels Kiev montre du doigt Moscou pour le soutien actif qu'ils apporteraient à ces républiques, tant économique que matériel. L'annexion de la Crimée, dont vous avez tous mémoire, qui auront valu à la Russie un certain nombre de sanctions. Et puis, un accompagnement au niveau de l'Union européenne et du FMI de l'Ukraine qui conditionne un certain nombre d'aides à ce pays à de nécessaires réformes que l'Ukraine doit mener dans différents champs, notamment une lutte contre la corruption, une transparence des institutions et une amélioration du niveau de vie, le respect des droits de l'homme, les valeurs qui sont en règle générale chères à l'Union européenne. Tout cela restait à peu près en position de relative stase. Le conflit continuait donc, depuis maintenant 8 ans avec des cycles d'accalmie et de flambée. En règle générale, on avait des périodes cycliques. Le conflit remontait à peu près au printemps, se calmait un petit peu à l'été, ce qui permettait aussi de faire les récoltes, ce qui est un point important puisque il y a une production céréalière extrêmement importante au niveau de l'Ukraine. Nous avions une reflambée en règle générale à peu près en début d'hiver. L'hiver passait puisque ce n'est pas la période la plus facile pour combattre, d'autant que nous parlions là d'une guerre de position de type guerre de tranchées. En parallèle, économiquement, l'Ukraine essayait de poursuivre un rythme que l'Union européenne ne trouvait pas suffisant, les réformes, notamment concernant différents systèmes, le droit du sol, par exemple, qui a été quelque chose de très important, une des réformes au niveau du système bancaire, mais avancé. L'Ukraine a essayé de travailler pour développer beaucoup plus de coopération bilatérale, notamment commerciale, et commencer à avoir une amélioration légère de son économie, que ce soit au niveau micro ou au niveau de quelques IDE. Jusque-là, la position était celle que nous avions. La crise Covid arrive, touche l'Ukraine et la Russie comme elle nous a tous touchés, engendre une récession économique évidente, comme dans beaucoup d'autres pays, un calme, une zone de calme sur le front. Et puis, vous avez, il y a un an de ça, au printemps dernier, un renforcement de troupes russes aux frontières ukrainiennes, à peu près 100 000 hommes, une première crise diplomatique dans laquelle le président russe Vladimir Poutine dit ne faire que des exercices, et on arrive à faire une redescente de cette crise avec une négociation qui se fait principalement entre Washington et Moscou. La désescalade est néanmoins extrêmement symbolique puisqu'on estime à peu près 10 000 troupes sur 100 000 posées qui se replient. Et puis depuis décembre, un renforcement des troupes, des déclarations disant que non, il n'y a aucune velléité d'attaquer l'Ukraine. Des informations divergentes que vous avez tous pu voir, la Russie disant qu'ils craignent une attaque massive de l'Ukraine pour reprendre les territoires du Donbass, l'Ukraine disant, et les Américains disant que la Russie menace d'envahir l'Ukraine, menace qui affole beaucoup sans être réellement complètement prise au sérieux quant au déclenchement d'un conflit qu'on pourrait qualifier d'assez traditionnel, c'est-à-dire deux armées qui se font face sur un territoire, chose qu'on n'avait pas vu de cette façon-là sur l'Europe géographique depuis fort longtemps. Et la Russie, en janvier, fait des demandes très fermes en demandant des garanties de sécurité au sujet de l'Ukraine, mais s'adresse initialement directement aux États-Unis et à l'OTAN, ensuite à l'Europe, qui est un petit peu considérée comme un junior partner dans cette affaire, et difficilement à l'Ukraine. Les points durs étant, ou du moins les garanties demandées étant l'assurance que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, l'implémentation complète des accords de Minsk II qui ont été signés en février 2015, qui étaient des accords qui étaient censés mettre fin au conflit et qui n'avaient pas été ratifiés pendant très longtemps par l'Ukraine, qui les estimait inacceptables. La raison en étant que ces accords demandait notamment d'avoir avant tout une implémentation politique dans le conflit et ensuite une implémentation sécuritaire. En d'autres termes, l'Ukraine devait assurer sur les territoires séparatistes la tenue d'élections sous réglementation ukrainienne et en assurer la bonne tenue et le processus diplomatique et transparent.
Et une fois que ces élections auraient été tenues, eh bien, il y aurait eu l'implémentation sécuritaire, c'est-à-dire un retrait complet des armes et un retour à la paix. L'Ukraine n'acceptait pas cette partie de Minsk II. Eh bien, la première raison étant de se dire qu'il leur était impossible d'assurer le suivi de ces élections sur un territoire dans lequel ils ne pouvaient pas rentrer ou très difficilement, dans laquelle eh bien, il n'était absolument pas sûr que des concurrents des partis traditionnels ukrainiens puissent faire campagne, puissent même pénétrer, et que en parallèle, il craignait que des députés donc, de ces républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ne récupèrent des députés qui soient particulièrement pro-russes, et Kiev craignait d'avoir à la Rada, son assemblée, des chevaux de Troie qui influeraient très fortement sur sa politique domestique et étrangère, notamment en bloquant une demande d'entrée dans l'OTAN. Donc Minsk II n'était pas du tout rentré, et la Russie demande également un retour à l'acte fondateur de 97, c'est-à-dire un retrait de l'OTAN, un recul par rapport aux dernières extensions réalisées à partir de 97 en Europe de l'Est. Les négociations vont bon train. La Russie arrive à relativement gérer le tempo de ces négociations. À chaque fois que les Occidentaux essayent de ralentir un petit peu le rythme, eh bien, la Russie joue un petit peu du chaud, du froid, donc maîtrise beaucoup mieux l'agenda. Et les éléments déclencheurs sont quand la Russie reconnaît l'indépendance des deux territoires autoproclamés de l'Est, de Donetsk et Lugansk. Pourquoi est-ce que c'est un élément déclencheur? Eh bien, parce qu'en reconnaissant l'indépendance, ils renonçaient à une de leurs demandes fondatrices, qui étaient les accords de Minsk II, comme je vous l'ai expliqué, qui bloquaient quelque part, s'ils étaient déployés pleinement, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. La réponse de l'OTAN avait été très claire quant au fait qu'il ne s'engagerait pas à bannir un pays de pouvoir rentrer dans l'Alliance. Le seul moyen autre qu'ils avaient était donc de faire un déploiement militaire, de pencher pour une opération militaire maximaliste, ce qui s'est fait dans les quelques jours qui ont suivi. Voilà où on en est de manière globale. Réaction occidentale, eh bien, des sanctions qui sont prises de manière assez forte, avec au début quelques dissensions en interne, un positionnement un petit peu trouble de l'Allemagne, qui a une très forte dépendance au gaz russe, donc qui sera très rapidement fortement impacté, donc qui s'était notamment opposé au fait que la Russie puisse être sortie du système SWIFT, qui finalement s'est rallié. Et bien, quelque part, quelque chose d'assez historique au niveau européen, c'est la décision qui a été annoncée par Madame von der Leyen concernant l'envoi d'armes, et notamment d'envoi d'armes létales en Ukraine, de la part de l'Union européenne. Donc ça, c'était un premier virage historique fort. Et le deuxième virage historique fort est la volonté affichée de l'Allemagne de se réarmer et de consacrer quelques 2% de son PIB au réarmement. Donc voilà où on en est. Au niveau des sanctions, nous avons maintenant l'interdiction du survol du territoire européen pour tout ce qui va être un aéronef immatriculé en Russie, donc aussi bien les vols privés que les vols publics, des gels d'avoirs pour des entreprises et pour des personnalités dont le président et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et derrière, énormément alors, le secteur énergétique qui risque probablement d'être touché, les différents États qui prennent des positions, et vous avez vu le discours du président Macron qui a annoncé que, eh bien, il y aurait un soutien, mais que ce soutien risquait de changer très probablement eh bien, nos vies à tous dans un temps proche, moyen et long. Voilà pour la première phase. Je vais essayer d'aller assez vite, et je vous propose après peut-être plus pragmatiquement que vous puissiez poser les questions qui vous intéresseront, auxquelles j'essaierai de répondre. Et il est probable que je n'ai pas les réponses partout. Alors, crise économique, pourquoi? Eh bien, à plus d'un titre. La première que nous avons vue, c'est le problème énergétique qui va toucher assez rapidement l'Europe, puisque nous avons une dépendance assez forte au gaz russe. Or, l'Allemagne vient de suspendre la certification du gazoduc Nord Stream 2,
Il est probable que Nord Stream 1, l'autre gazoduc, soit l'objet de sanctions si on continue à aller dans cette démarche de prise de sanctions très forte. Or, eh bien, dans le mix énergétique européen, et c'est encore plus vrai pour certains pays que pour d'autres, la part gazière est très importante. Donc, ce qui va probablement générer une nécessité de trouver des alternatives de fournisseurs, à quel tarif, et le problème d'avoir la capacité de soutenir de fournisseurs qui vont avoir des coûts à peu près équivalents ou soutenables, de les trouver assez rapidement, puisque nous avons à peu près des réserves qui permettent d'aller jusqu'à l'été. Traditionnellement, on remplit un petit peu les cuves en été. Là, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. La suspension du système SWIFT qui aura aussi pour nous des conséquences. Il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent en Russie et qui pourront être impactées. Et puis, nous avons aussi des interconnexions des systèmes financiers. Là, le rouble a déjà très fortement dévissé. La bourse, les stock options, la bourse va être exceptionnellement fermée et rouverte uniquement jeudi, d'après les dernières brèves que j'avais pu voir. Il est possible aussi, s'il y a des sanctions qui touchent les réserves de change de la Banque centrale russe, d'avoir une accélération dans l'effondrement du rouble, puisque même si la Russie, depuis 2014, a tenté de réaliser une dédollarisation de son économie, notamment en rachetant beaucoup plus d'or, il y a eu une augmentation à peu près de 110% des réserves d'or de la Banque centrale. Ils n'ont pas complètement réussi pour plusieurs raisons. Déjà, les sanctions que l'Europe avait infligées suite à l'annexion de la Crimée ont quand même été facteurs d'une récession certainement pas aussi importante que les penseurs de ces sanctions avaient espéré, mais néanmoins notable. Et il y a eu un deuxième facteur qui a été la chute des cours des matières premières, qui a limité la capacité de la Russie d'acheter de l'or. Ils ont une partie qui est effectivement en cash disponible, mais qui est assez faible, et une partie en obligations chinoises dématérialisées. Les 2/3 restent des obligations dans des devises occidentales qui sont pour beaucoup stockées dans des structures occidentales et qui sont en capacité d'être gelées. Si cela devait arriver, la Russie pourra maintenir un certain temps, mais pas de manière indéfinie, et il est fort probable qu'on ait une crise économique non négligeable, notamment parce que les Russes, individus comme entreprises, ont un certain goût pour les devises occidentales, pour leur stabilité, et que si cela devait perdurer, il est fort probable qu'il y ait un mouvement de retrait au niveau des banques de devises de cash. Or, il n'y aura probablement pas assez de cash sur place pour pouvoir répondre à cette demande. Et il y a une géographe célèbre qui parle, en parlant de la Russie, de la voix de la télé, avec ces médias qui sont souvent très tenus par le pouvoir. Là, récemment, les médias ont été convoqués par le Kremlin en expliquant que le terme de guerre ne devait pas être utilisé en parlant de l'Ukraine, notamment. Novaya Gazeta, qui est un grand journal russe qui avait fait une édition totalement en ukrainien pour essayer de marquer sa désapprobation vit des heures compliquées. Donc, si quelque part il y a effectivement la voie de la télé, il y a aussi ce que cette géopolitologue appelle la voie du frigo, c'est-à-dire que si vous avez un crack, ça pourrait générer des troubles assez forts au niveau russe. Là, on a vu aussi quelques oligarques qui, pourtant, la semaine dernière, après le démarrage de cette guerre, ont été convoqués par Vladimir Poutine pour leur expliquer la raison, la justification, en expliquant qu'il n'avait pas le choix, qu'il était rentré en guerre par obligation. Et quelque part, au-delà de cette explication et de cette justification, il y avait, on suppose qu'il y avait une volonté de faire en sorte que les oligarques tiennent derrière le pouvoir et ne bougent pas. Or, on a quelques personnalités, comme par exemple M. Deripaska, qui tient notamment l'aluminium, qui a pris une position à titre personnel en espérant que le conflit finirait le plus tôt. Alors c'est une position, cela dit, prudente, puisqu'il ne dit pas de quelle manière, et que la Russie a proposé des pourparlers de paix qui se tiennent à l'heure actuelle en Biélorussie, mais sur lesquels les Ukrainiens et les Américains nourrissent notamment assez peu d'espoir quant à une issue positive qui mettrait fin à ce conflit. L'histoire, la suite nous le dira rapidement. Donc ça, c'est pour cette crise économique qui va pouvoir engendrer au niveau européen des remous, des hausses de prix, des modifications au niveau des marchés qui vont avoir besoin d'être anticipées et gérées.
Il va y avoir en parallèle, on le prévoit, une crise cyber. À l'heure actuelle, les autorités américaines et EUCOM notamment, EUCOM Cyber, sont en train de travailler sur des systèmes d'alerte pour renforcer leur système de sécurité, aussi bien sur les OIV, donc les organismes d'intérêt vital, que sur un petit peu tout à chacun, craignant qu'il y ait des attaques un petit peu dans tous sens, aussi bien sur les systèmes que des attaques à but lucratif de type cybercriminalité, dont les autorités n'excluent pas que certaines soient, en tout cas, peut-être pas organisées, mais en tout cas ne servent à une désorganisation globale. Donc, il y a cette crainte. Et puis, de toute manière, quand bien même, et ça, je pense que c'est un point important à soulever, certaines de ces opérations ne seraient pas menées à des fins géopolitiques. Il y a simplement des criminels dans le cyberespace, de même que l'on en a dans le monde offline, qui ont un intérêt simplement pécunier et d'enrichissement à lancer des cyberattaques. Et ce genre de situation perturbée est particulièrement favorable. Et dernier élément, enfin un des éléments sous-jacents sera bien une crise humanitaire qui commence déjà à poindre, avec probablement beaucoup de réfugiés ukrainiens. La conscription générale a été lancée donc en Ukraine. Tout homme entre 18 et 65 ans doit donc rejoindre l'armée. Il y a aussi des plus jeunes et des plus âgés ou des gens qui auraient des conditions ne permettant pas de rentrer dans l'armée qui prennent les armes. L'Ukraine a armé ses civils, les a engagés à s'armer. Je crois qu'on en était à plus de 15 000 Kalachnikov qui avaient été distribués vendredi selon les chiffres. Encore une fois, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de prudence à l'heure actuelle d'où ils viennent, tant pour des raisons de difficulté de collecte réelle que pour des raisons de vouloir un petit peu avoir des chiffres qui ne soient soit pas trop alarmistes, soit plutôt motivants. Donc, il y a toujours cette problématique quant aux chiffres que l'on pourra récupérer dans les jours à venir. Mais néanmoins, vous avez probablement vu ces colonnes de voitures qui quittaient Kiev il y a quelques jours pour essayer d'aller le plus à l'ouest possible. Si vous avez vu les offensives, donc, elles sont parties principalement donc, de l'est, du nord-est, par Soumy, peut-être que vous avez entendu. Si vous voyez l'Ukraine est là, Soumy est à peu près de ce côté-là, et par la Biélorussie, et au final en remontant tout simplement de la Crimée. Donc cette espèce de prise en étau, et évidemment une population qui veut fuir va aller à l'opposé, vers l'ouest, principalement vers la Pologne. Il y a à l'heure actuelle encore des personnes qui essayent de fuir avec des drames personnels, c'est-à-dire des familles qui sont en pleine hésitation, les hommes étant donc appelés à aller combattre, craignant de voir femmes et enfants partir sans savoir où, mais craignant tout autant qu'ils restent sur le territoire quand eux seront éloignés. Donc on va avoir une vague migratoire assez importante, à laquelle nous allons devoir faire face, et une population ukrainienne qui est extrêmement combative, une force armée qui est très courageuse. Les estimations sont que peut-être que l'offensive russe n'irait pas aussi vite qu'elle aurait pu être prévue par les états-majors russes, notamment du fait de la combativité de cette armée. Et de la population civile. Encore une fois, beaucoup de civils ont pris les armes. Néanmoins, il va falloir pouvoir gérer cette population, et il y a eu dans le début de cette crise un sentiment, au moins au début, d'abandon relatif au niveau de l'Ukraine, qui pourra potentiellement laisser des traces sociales chez certains Ukrainiens. Voilà peut-être, alors j'ai été très très vite et je n'ai évidemment pas vu l'ensemble des canaux. Peut-être rapidement, je vous ai parlé aussi d'une possibilité d'allumer d'autres feux, c'est-à-dire de créer d'autres contextes perturbés à l'heure actuelle, ce qui participerait à diviser et l'attention et la capacité de réaction et de réponse. Et là, ça viserait principalement les Occidentaux, Union européenne,
et potentiellement OTAN. Peut-être avez-vous vu que dans les Balkans, la Republika Srpska a des velléités d'indépendance, hein, donc cette espèce de partie au nord de la Bosnie-Herzégovine, avec un certain nombre de tensions. Là, on pourrait avoir un deuxième feu allumé, sachant qu'il y a une population, une part de la population qui entretient des liens assez serrés avec la Russie, qui mettrait plusieurs États des Balkans dans une position complexe, hein, notamment la Serbie, qui est candidate à l'adhésion dans l'Union européenne et qui potentiellement pourrait entrer en 2025, mais qui parallèlement est déjà entrée dans l'Union économique eurasiatique, l'UEE, qui est une structure économique montée relativement en miroir, donc sur la partie orientale, qui initialement est née d'un projet de Nursultan Nazarbayev, président du Kazakhstan en 1994, et qui a réellement été mis en œuvre par Vladimir Poutine, à l'époque Premier ministre, dans le cadre de sa candidature pour les élections présidentielles qu'il a alors remportées en 2012, et qui intègre maintenant la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, plusieurs autres pays. Et c'est une structure montée un peu en miroir de l'Union européenne. Paradoxe, c'est qu'en règle générale, il est difficile d'adhérer aux deux de manière simultanée, même si si c'est théoriquement possible, c'est pratiquement quasiment infaisable. Donc on a différents champs comme ça qui pourraient être un petit peu compliqués. Certains craignent aussi qu'il y ait une remontée de tensions en Afrique de l'Ouest et centrale, là où la société militaire privée Wagner est à l'heure actuelle présente, voire parfois très présente. Et certains craignent aussi qu'il y ait, notamment les Taïwanais, on en discutait avec des collègues récemment, qu'il y ait un principe de parallélisme des formes, ce qui, que cela doive arriver ou n'arrive pas, crée une certaine tension de ce côté du monde. J'ai beaucoup parlé, je vais peut-être plutôt vous laisser poser des questions sur cette situation complexe. Encore une fois, je suis très très loin d'avoir toutes les réponses, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Donc, si vous avez des questions, bah, écoutez, moi je vous écoute. Oui, bonjour Madame Dugouin. Bonjour. Merci beaucoup pour vos éclairages. Je voulais savoir quelles étaient la réalité des exactions du gouvernement ukrainien dans le Donbass et donc la raison pour laquelle Vladimir Poutine dit qu'il a envahi l'Ukraine. Par rapport à ce que les médias occidentaux nous disent et ce que la soi-disant propagande russe nous dit. Alors, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Alors, il y a eu des accusations d'exaction et notamment certains bataillons qui ont été pour la plupart dissous en 2015, qui ont fait l'objet de soupçons, voire même de procédures de la part de différentes ONG sur les droits de l'homme. On a beaucoup parlé notamment de Haïdar et Azov, qui étaient deux bataillons qui ont été pointés du doigt à plusieurs reprises. L'Ukraine a dissous ces bataillons, les a fait rentrer dans l'armée régulière. Alors, pas tout le temps, mais en règle générale, en essayant de les éclater dans différentes unités, alors soit dans l'armée régulière, soit dans la garde nationale, qui, elle, est rattachée au ministère de l'Intérieur. Donc, il y a eu effectivement des problèmes qui ont été pointés. Ça n'a encore pour l'instant pas été jugé. Depuis que l'armée s'est restructurée, on a normalement beaucoup moins de problèmes, en tout cas qui soient remontés avec des preuves tangibles. On a eu par contre aussi du côté Est pas mal de problématiques et d'exactions qui ont pu être menées visant les populations. Là aussi, on a quelques éléments qui sont plus récents en termes de preuves tangibles. Mais c'est un débat qui est assez compliqué, surtout quand vous êtes dans une guerre où vous aurez de toute manière
eh bien, des pertes humaines et des drames humains de manière systémique. Maintenant, quand Vladimir Poutine parle notamment de génocide, là, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Si on prend simplement les éléments factuels, il y a une surveillance au niveau de l'OSCE qui était basée à Severodonetsk. Donc, c'est une ville qui a été l'objet de conflits. L'OSCE, évidemment, à l'heure actuelle, ne peut plus que très difficilement faire les missions qui lui revenaient avant et qui était de surveiller principalement la ligne. Or, l'OSCE arrivait quand même beaucoup plus à aller voir ce qui se passait côté ukrainien et à accompagner les forces ukrainiennes que dans les deux républiques autoproclamées qui étaient beaucoup plus obscures. Donc là, c'est un petit peu le problème. Il est évident que là aussi, vous avez énormément d'images qui ressortent. Alors, je vous conseillerais les travaux, je pourrais peut-être les basculer en lien. Il y a plusieurs structures qui font ce qu'on appelle de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence, et qui notamment utilisent des éléments qui permettent de pouvoir dater et de pouvoir géolocaliser des images qui sont transférées, afin justement, par rapport à ce que vous disiez, de pouvoir voir si ne serait-ce qu'une image, alors il y a toujours la modification de l'image, bien sûr, mais par exemple, je pense à un cas où des charniers avaient été diffusés et avaient été, à l'époque, attribués à l'armée ukrainienne. C'était de vraies photos de vrais charniers, sauf que ça avait été pris dans les Balkans, justement. Dans le Donbass, on a eu vers l'Ukraine, mais aussi vers la Russie, puisqu'il y a des gens qui préféraient clairement aller vers la Russie pour des raisons, soit familiales. Hein, faut bien voir ça, c'est que l'Ukraine, notamment de l'Est, historiquement, beaucoup de populations avaient des grands-parents, des parents, des femmes, des maris, voilà, qui étaient mixtes, c'est-à-dire ukrainiens, voire ukrainien plus du centre et de l'ouest de l'Ukraine, ou russe, bon, parfois relativement proche, Rostov-sur-le-Don, voire plus oriental ou plus au nord. Donc ça a été extrêmement compliqué. Mais beaucoup de personnes donc, ont essayé de partir assez rapidement au début, et on le comprend hein, quand vous rentrez dans une situation de guerre où l'économie se trouve vidée, il y avait énormément d'industries lourdes, beaucoup de mines ont été inondées, parfois volontairement dans le Donbass, créant une situation d'ailleurs écologique assez catastrophique, mais cassant aussi une des ressources premières de la région. Et sont très vite restés ceux qui n'avaient pas le choix, parce que pas forcément d'autres replis, pas forcément d'autres positions, et qui au final se sont trouvés dans des positions assez catastrophiques. Quand il était encore plus simple d'avoir des éléments, il est aussi très compliqué d'avoir des éléments fiables de cette zone, DNR et LNR, de ces deux républiques. À un moment, vous n'aviez plus de monnaie. Donc, il y avait beaucoup de troc. Une coupe de cheveux était l'équivalent de deux munitions, de 2 cartouches en 2016 encore. Il y a eu aussi, et ça c'est vrai, des problèmes pour acheminer les médicaments, donc notamment tout ce qui était maladie chronique. Il y a eu une létalité monstrueuse qui a généré des chiffres impressionnants, et parfois certains de ces chiffres qui ont pu être retracés en recroisant avec les gens qui étaient insulinodépendants, par exemple, pour des diabétiques, pour ceux qui avaient des HIV positifs, donc besoin de trithérapie, des cancers, évidemment, en règle générale, malheureusement, pas pu avoir ces médicaments, et ce qui a créé des booms en mortalité. Et parfois, il y a eu des réutilisations comme ça. Maintenant, il est évident que vous êtes dans une zone de conflit avec des bombardements, avec une misère humaine, et que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais si autant il y a eu des organismes qui ont montré du doigt l'Ukraine vraiment au début du conflit, autant là, on a eu beaucoup moins d'éléments probants, notamment parce qu'il y avait une surveillance, entre autres, de l'OSCE, la Croix-Rouge, qui s'était déplacée et qui n'a pas signalé, en tout cas, de génocide de l'ampleur de celle annoncée et justifiant l'invasion russe. Je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à votre question, mais là encore, avoir après des éléments peut-être compliqués. Oui, non, merci beaucoup, c'est très clair. Et j'avais une autre question.
par rapport aux sanctions économiques occidentales. Je voulais savoir si elles n'allaient pas se retourner contre nous, notamment avec la flambée du coût des matières premières qui va bénéficier notamment à la Russie. Et donc, et aussi par rapport à toutes les filiales, notamment françaises, qui sont basées en Russie, à Moscou, etc. Donc, je voulais savoir si, en fait, économiquement, ce n'est pas nous qui allions plus souffrir que la Russie. Alors, il est évident qu'on va avoir des conséquences économiques, alors notamment sur le volet énergétique et potentiellement alimentaire. Alors après, si l'Ukraine, en fonction de ce qu'il adviendra de l'Ukraine aussi et de la relation probablement dégradée, pour manier un euphémisme, qui sera celle de l'Union européenne avec la Russie, eh bien, l'Ukraine est aussi une terre riche, avec de l'uranium, avec du manganèse, avec des minerais qui sont nécessaires et importants. Donc, on aura bien sûr des conséquences. La Russie, on aura aussi de très fortes, parce que la flambée des prix pourrait lui profiter si elle vend. La Chine ne réabsorbera pas probablement pas la totalité de la production russe. Or, s'il y a un ban pour que la Russie ne puisse plus faire de trade dans différentes monnaies, y compris dollars, yens et euros, ça va commencer à être beaucoup plus compliqué d'aller commercer. Et c'est un des enjeux. L'idée étant de dire que ces sanctions très fortes d'un point de vue économique pourraient forcer la Russie à revenir à une position plus modérée et beaucoup plus mesurée, et à replier ses troupes. Donc nous aurons des conséquences. La Russie aura elle aussi des conséquences très fortes. Comme je vous le disais, à l'heure actuelle, même s'il y a une tentative d'explication sur le fait que la Russie peut encaisser, et c'est vrai qu'il y a une capacité de résilience russe, c'est vrai que la Russie a déjà fait une partie d'un pivot de son économie vers l'Asie, et c'est partiellement réorganisé, partiellement uniquement. C'est une économie qui reste principalement rentière de ces matières premières, dont nous sommes les premiers clients, donc nous serons impactés, mais elles aussi. Et je vous le disais, si notamment on touche aux réserves de change au niveau de la Banque centrale, vous touchez aussi sur le cours du rouble. Or, la Russie faisant partie de l'économie mondiale et ayant cette imbrication, elle aura un impact double, si vous voulez. Donc l'enjeu est là, mais bien sûr que nous aurons des conséquences. On estime qu'on est entre 5 à 600 entreprises françaises, en tout cas, qui sont déployées en Russie. Maintenant, c'est un choix et politique et de société qui est posé par l'Union européenne et les États de l'Union européenne, qui semblent prêts à vouloir en assumer les conséquences. Encore une fois, je vous renverrai au discours qui a été prononcé par le président Macron, quand il dit que oui, nous aurons des conséquences et qu'il faudra les assumer à court et à moyen terme. Et je pense que c'est probablement à cela qu'il fait référence. Maintenant, cela suppose de pouvoir, les choses étant à peu près sur la table, essayer de voir comment les réorganiser et engager une transition qui soit la moins violente possible d'un point de vue économique. Bonjour madame, Bonjour. bonjour à tous. Moi j'avais une question un peu plus large. On sait que l'Ukraine est un grand producteur de blé, notamment, et que le blé est une des denrées assez basiques dans l'alimentation mondiale, et que par exemple les printemps arabes avaient été déclenchés par une augmentation du prix des prix alimentaires. Quelles sont les conséquences possibles d'un niveau plus large dans des pays en développement de l'augmentation des cours du blé et des denrées associées qu'on a déjà commencé à voir après seulement quelques jours de conflit? C'est là où, quand je vous parlais d'une augmentation en fait du niveau de pression horizontale, il y a le volet politique et il y a également le volet alimentaire. On estime Ukraine-Russie à peu près 40% de la production mondiale de blé, donc c'est colossal. Donc, entre le fait qu'il y ait de possibles bans
et qu'on ne revende pas, il y a aussi tout simplement le risque qu'on ne puisse pas être en mesure en Ukraine de semer et de récolter. Nous sommes quasiment en mars, à la veille du mois de mars. Normalement, on devrait, l'orge, voilà, on sème en avril. Avril-mai, et il faut pouvoir récolter. Donc, ça, c'est un véritable enjeu qui pousse aussi quelque part au-delà des déclarations qui ont pu être faites sur le système de valeurs, le fait qu'un membre du Conseil de sécurité de l'OTAN, puissance nucléaire, mène ce type d'attaque. Il y a aussi cette idée-là de dire qu'on ne peut pas jouer avec quelque chose qui pourrait engager une crise alimentaire systémique. Et qui dit crise alimentaire, ce que l'on disait tout à l'heure précédemment avec la voie du frigidaire, la voie du frigo, évidemment, quand les gens n'ont plus rien à manger, vous arrivez à des contextes sociaux éminemment perturbés et qui peuvent très rapidement devenir incontrôlables. Donc oui, c'est un véritable enjeu. Au niveau de l'Union européenne, on a quand même encore des terres agricoles. Donc, en termes d'autosuffisance, au moins dans un premier temps, on devrait pouvoir arriver à un équilibre avec certes des augmentations tarifaires, mais au niveau mondial, on aura de toute façon une carence si jamais il y avait une baisse dans la production. Ça s'était déjà en fonction de la qualité des récoltes, notamment en Ukraine, si vous avez suivi peut-être un petit peu l'augmentation des prix ou la variation des prix que l'on pouvait avoir pendant les quelques années où l'Ukraine a fait de on s'en est sorti beaucoup mieux. Et cette crainte que vous levez a toujours été sous-jacente en fait avec le conflit dans le Donbass. Mais là, elle prend une mesure extrêmement forte, ce qui participe aussi à ce que d'autres pays, alors sans forcément prendre de sanctions, mais condamnent l'action. Parce qu'ils se disent qu'à terme, on peut avoir ce genre d'enjeu et ce genre de pénurie. Là encore, si je ne réponds pas pleinement à vos questions, n'hésitez pas à me le dire. J'ai peut-être pas forcément plus de réponses d'ailleurs, mais si jamais je ne suis pas claire, je vous en... Non, je pense qu'effectivement, il n'y a pas encore de... Enfin, vous avez répondu et je pense qu'il n'y a pas encore de réponse sur est-ce qu'on va avoir des déstabilisations régionales, genre au Moyen-Orient ou autres, qui dépendent de tout ça, quoi. Mais ça, je ne vous ai pas de boule de cristal non plus. Non, c'est exactement ça. Les prédictions sont difficiles quand il s'agit, mais en tout cas, est-ce que c'est un risque? Oui. Je ne sais pas si je vous ai encore, parce que apparemment ma connexion est instable. On vous entend, mais vous coupez un peu. Ah, merci de votre réponse. Pris. Christine? Oui. Ouais, c'est Isabelle. J'ai une question simple, peut-être un peu naïve, je ne suis pas spécialiste du sujet. La première, on entend beaucoup, notamment venant de la Chine, l'idée qu'effectivement c'est une rupture par rapport à l'harmonie et à la stabilité souhaitée par les Chinois, et qu'en définitive, en fait, c'est Poutine personnellement qui fait peur à l'ensemble de l'humanité plus que la Russie. Est-ce que dans tout ce que tu viens de décrire, qui paraît assez rationnel, qui est en fait des conflits qui ne sont pas récents et une certaine rationalité dans le déroulement de cette crise, est-ce que la menace nucléaire, ou en tous les cas le comportement de Poutine, est un danger pour l'humanité ou c'est juste une menace avec ce qu'elle a de dissuasif, mais pas de crainte particulière à avoir par rapport au comportement de l'homme? C'est plutôt l'être humain, en fait, et sa rationalité ou son irrationalité qui est ma première question. La deuxième, s'il y a effectivement des négociations entre l'Ukraine et la Russie actuellement, vu que la tension est montée et qu'un certain nombre d'efforts diplomatiques ont échoué, quel est encore l'espoir que la Russie accepte que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, mais en revanche puisse postuler, et avec succès peut-être, de son entrée dans l'UE? Est-ce que ce n'est pas ces deux causes, et en tous les cas les deux cumulées, qui de toute façon rendent impossible le dialogue?
Ok. Alors, sur rationalité et irrationalité, alors déjà, je pense qu'il y a un point qui est important de saisir, c'est qu'on n'a pas la même perception entre la rationalité et notamment l'approche diplomatique à Moscou qu'on l'a en Occident. Quand on parle du nucléaire, eh bien, un des enjeux de la dissuasion, c'est déjà d'être crédible quant à la capacité de déployer la menace. Là, on peut dire une chose, c'est qu'effectivement, il est crédible, notamment parce que le déclenchement de cette guerre a créé un effet de saisissement auquel personne ne s'attendait, qui donne un petit peu l'impression qu'effectivement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Quelque part, déclencher la menace de l'arme nucléaire à l'heure actuelle est aussi inhabituel dans la mesure où il met dans la balance quelque part assez tôt dans le conflit ce qui est une ligne rouge, tant en termes humains et diplomatiques que militaires. Alors là encore, j'ai peut-être rentré un petit peu dans le détail et vous m'en excuserez, mais on a une différence fondamentale entre les Occidentaux et notamment la France et la Russie au niveau de la doctrine de l'usage militaire du nucléaire. En France, le nucléaire ne doit être utilisé qu'avec des charges importantes, donc ce ne sont pas ce que l'on appelle des armes d'emploi. Nous avons des SNLE, donc des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins notamment, une force aérienne du nucléaire qui ne doit être utilisée qu'en ultime recours sur des cibles spécifiques et stratégiques. Bon. La doctrine d'emploi russe est totalement différente. C'est-à-dire qu'elle n'exclut pas, elle, les armes d'emploi, c'est-à-dire des armes avec des charges nucléaires beaucoup plus petites, beaucoup moins importantes que ce que nous avons dans notre doctrine. Si vous voulez, ce qui va définir la puissance, pour le faire rapide, d'une charge nucléaire et la surface de vitrification et de coupure de toute communication électromagnétique. Si on pense automatiquement, immédiatement, quand on nous parle nucléaire, on pense à Hiroshima et Nagasaki et à la puissance augmentée que l'on a aujourd'hui sur les charges. C'est vrai, si vous prenez la plus grosse tête nucléaire russe, c'est 500 fois Hiroshima et Nagasaki. Mais il y a aussi des charges qui vont être qualifiées de quasiment tactiques, avec toutes les guillemets qui s'emploient, qui sont beaucoup plus petites. Et la doctrine d'usage vous dit que vous pouvez l'utiliser à partir du moment où l'État russe est menacé, ce qui est extrêmement large et extrêmement flou. Il y a une autre différence massive d'un point de vue de doctrine d'utilisation du nucléaire. Nous, en France, eh bien, c'est le premier niveau décisionnaire de l'État qui est seul en capacité de déclencher l'utilisation nucléaire, ce qui va avec les charges. En Russie, ça n'est pas le cas et on descend quand même relativement bas dans la structure de l'état-major en termes de ce qu'on appelle les red card holders, donc ceux qui tiennent la carte rouge et qui peuvent donner cet ordre-là. Donc là-dessus, il y a énormément de crédibilité à la menace qui est faite. Et si on part de la possibilité d'utiliser finalement des armes nucléaires à charge moyenne ou faible, eh bien cela renforce la plausibilité et donc la crédibilité de cette menace de dissuasion. Le faire ou ne pas le faire, là, vous rentrez dans quelque chose de très compliqué qui mettrait accessoirement la France dans une position délicate. La France est souvent qualifiée comme étant ce que l'on appelle une puissance d'équilibre entre différentes puissances nucléaires, dont la Russie et les États-Unis. Nous avons beaucoup moins de têtes nucléaires que eux peuvent en avoir, mais en termes de positionnement géographique et positionnement en termes de puissance nucléaire au niveau de l'Union européenne, nous avons cette charge de puissance d'équilibre. Donc, si jamais cela devait arriver, quelle serait la position française? C'est tout un enjeu. Donc là, encore une fois, quant à la rationalité ou à l'irrationalité, doctrinairement, on n'est pas sur le même portage. Après, dans le jeu de la dissuasion, vous allez toujours essayer de manipuler une menace crédible, sinon vous n'arrivez pas à dissuader. Jusque-là, c'est extrêmement logique dans l'usage qui peut en être fait. Quant à ce qui est dit sur le fait
quelque part, c'est beaucoup le débat, et moi, je ne suis pas psychologue, donc ce n'est pas mon métier, et je ne prendrai certainement pas le risque de faire un profil psychologique à la va-vite de Vladimir Poutine, mais il y a effectivement cette chose qui vient. Alors, il peut y avoir quelque part, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un volet éminemment affectif entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine étant considérée par notamment le Kremlin, encore une fois, plus que la Russie, ce qui voudrait dire chaque habitant de la Russie. Mais il y a vraiment un attachement affectif. Ça s'est vu dans un article notamment qui est passé l'été dernier et qui a été attribué à la plume de Vladimir Poutine, où il explique que l'Ukraine est le cœur de la Russie, que l'Ukraine et la Russie ne sont qu'un peuple et qu'un seul pays, et que l'Ukraine doit naturellement réintégrer la Russie. Et il y a quelque chose là-dessus de très affectif et qui sort de la seule rationalité quant à l'Ukraine. Néanmoins, on a quand même quelque chose, si on regarde ne serait-ce que militairement le déploiement, il est très traditionnel, même ne serait-ce que d'un point de vue tactique. On retrouve quelque part ce principe d'encerclement, de potentiellement remonter, de faire une nasse. Il y a une réelle rationalité, mais les lignes rouges ne sont pas les mêmes. La capacité au sacrifice humain par rapport au gain que l'on va en estimer n'est pas le même. Les doctrines d'emploi des armes ne sont pas les mêmes. Et on est face à un président qui a quelque part changé un peu, ne serait-ce que les règles du discours diplomatique depuis maintenant assez longtemps. Je vous renverrai à 2008 à Munich, quand il est invité et que tout le monde est très content de le voir arriver, et qu'il prend la parole avec des mots très durs, en commençant en disant: écoutez, comme je suis un invité, je ne sais plus la terminologie exacte, je vous renverrai à ce discours que vous trouverez facilement, mais je peux, clairement, ce qu'il dit, c'est: je peux donc me passer de formules de politesse qui sont vides de sens et qui ne nous font que perdre du temps. Et là, il commence à dérouler un discours qui est extrêmement dur, et on voit les Occidentaux, les membres des gouvernements occidentaux se décomposer, parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Et là revient ce que la Russie met en avant, c'est-à-dire ce choc face à l'effondrement de l'URSS, la perception d'un Occident qui a profité de la faiblesse de l'espace soviétique devenu simplement Russie pour le dépecer, pour avancer beaucoup plus loin, et ce principe d'encerclement violent. Donc, quelque part, qui est décliné en 2008. 2008 étant, pour mémoire, le deuxième programme de modernisation de l'armée 2008-2020, qui avait pour volonté de… Alors, quand on dit moderniser, on pense systématiquement, et c'est bien normal, système d'armes, mais pas seulement. C'était aussi formation des militaires, et surtout créer une armée qui soit beaucoup plus mobile et beaucoup plus transverse, ce qui permettait notamment d'avoir des forces aéroportées, des troupes de marine et du sol, avec une capacité beaucoup plus rapide à se déplacer. Ce qui est, on le voit aujourd'hui, utile dans l'approche que l'on a. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, Isabelle. Il y avait la perspective de sortie, si tant est qu'on puisse y avoir. Oui, la perspective de sortie. Entre l'OTAN et l'UE, est-ce qu'il y a un espoir ou pas d'espoir? Ou de toute façon, Poutine a décidé que, quoi qu'il arrive, maintenant la messe était dite, et que l'Ukraine devait réintégrer la Russie, et qu'il n'y avait plus de négociation, une marge de négociation possible? Alors ça, c'est la grande question. Alors, le fait d'entrer dans l'OTAN, je pense que pour l'instant, ça ne bougera pas. L'OTAN renforce très fortement ses forces, notamment aux frontières de la zone de crise. Vous avez vu probablement la dernière déclaration qui disait que l'OTAN défendrait chaque centimètre carré de l'Alliance. Or, l'Ukraine n'étant pas dans l'OTAN, personne ne rentre dans le conflit. Il y a des demandes de reconnaître, alors non pas l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais de reconnaître immédiatement l'Ukraine comme étant candidate à l'entrée dans l'Union européenne, en espérant que cela bloquerait, mais cela pourrait aussi avoir un effet tout à fait inverse de renforcement de la crise côté Moscou. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra à un moment ou à un autre essayer de trouver une sortie de crise, et que la sortie de crise ne pourra pas se faire côté Russie sans avoir, à minima, sauvé la face.
vous êtes dans une position où vous avez déployé énormément de forces. Hein, on est à un petit peu moins de 200 000 hommes, dont une grosse proportion de très jeunes militaires, hein, issus de la conscription, dont certains ne savaient pas forcément trop toujours bien ce qu'ils venaient faire là. Et il va falloir pouvoir justifier cela et de toute manière ne pas sortir les mains vides en ayant un moyen, de justifier l'action, de justifier un gain, et c'est ça qui va être extrêmement compliqué de mettre en posture. Si le discours étant donc de démilitariser et de nazifier, hein, selon les termes de dénazifier, donc selon les termes du Kremlin, le gouvernement de Kiev, ça veut dire un retournement, un changement de régime. Quel changement de régime? Quelle serait la possibilité que la population ukrainienne accepte finalement un changement de régime qui serait imposé de l'extérieur et de la Russie, sachant que les derniers événements, vous l'imaginez bien, ont cristallisé les animosités et quelque part, s'il y avait des Ukrainiens dont le cœur balançait encore, je pense qu'il balance beaucoup moins aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'il semble des échos que l'on peut avoir, et le mouvement était quand même déjà très fortement engagé. Donc, quelle serait quelque part la possibilité des Ukrainiens d'accepter cela? À côté de ça, je pense que la Russie n'a strictement aucun intérêt à s'enliser dans une guerre urbaine, un système de guérilla urbain qui est un enfer pour toutes les armées régulières, parce que, eh bien, il faut un nombre d'hommes extrêmement important pour aller gagner une ville. Vous gagnez centimètre par centimètre. C'est une guerre qui est très mal adaptée aux armées conventionnelles, avec des blindés, avec ce genre de choses. Et c'était en plus la Russie, on a de très mauvais souvenirs. Donc, on n'a pas forcément envie d'aller là-dessus. Elle ne partira pas sans rien. Il faudra un minima des garanties de sécurité quant à une neutralisation, puisque dire une finlandisation, alors que la Finlande vient d'expliquer que peut-être elle allait demander elle aussi à rentrer dans l'OTAN, ce qui a généré une réaction très forte de la part de Moscou concernant et la Finlande et la Suède, ou du moins en termes de déclaration. Voilà, le problème, c'est quels pourraient être les éléments de sortie de crise acceptables des deux côtés et qui pourraient être mis en œuvre. Là, les pourparlers qui se tiennent aujourd'hui se tiennent donc en Biélorussie, pays qui est clairement impliqué dans ce conflit. Kiev avait demandé initialement à ce que ces pourparlers se tiennent dans un pays neutre. Je crois que la formule employée par le gouvernement était dans un pays qui ne nous envoie pas de missiles. Au final, ils ont tout de même envoyé une délégation. Beaucoup craignent qu'au final, ça ne soit pas une vraie négociation avec une véritable volonté d'essayer d'observer les positions des deux côtés. La délégation russe, notamment avec des responsables culturels, laisse un petit peu de doute quant à la volonté de la Russie de vouloir faire une négociation au sens d'un accord qui ne satisfasse personne entièrement, mais où chacun aura fait un pas. Beaucoup estimant que c'est beaucoup plus une façon de dire à l'Ukraine, écoutez, on aura tenté de faire jusqu'au bout, vous avez refusé, et finalement de proposer plus des conditions de reddition assez peu négociées qu'une négociation de sortie de crise vers la paix. On verra ce qu'il en sort, ça se tient à l'heure actuelle, mais on en est là, et le problème, c'est effectivement quelle sortie de crise, quelle rationalité sur cette sortie de crise, et qu'est-ce qui pourra être estimé suffisant pour pouvoir sortir la tête haute, ou du moins avec un minimum de face saving au niveau de la Russie, qui ne peut pas rentrer totalement bredouille avec des sanctions sur la tête en n'ayant rien reçu, beaucoup de pertes. Là encore, il faut attendre de voir pour les chiffres, mais il semble qu'ils aient tout de même un nombre de pertes réellement important, probablement plus important qu'escompté. Donc voilà, il va falloir pouvoir justifier tout cela en le rentrant dans un discours, dans un discours politique. C'est exactement l'enjeu, c'est quels sont les points durs, quels sont les points qui peuvent permettre et est-ce que ces points-là sont acceptables par les deux parties, voire par les 3 ou 4 parties, puisque certains traitent directement de l'Union européenne, tu le disais avec justesse, et de l'OTAN. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a eu une déclaration
du président Poutine au tout début, quand il a pris la parole pour donc annoncer ce conflit, en disant que tout pays ou toute structure qui se mettrait en travers de sa route serait de facto considéré comme un ennemi. Or, est-ce que livrer des armes létales et mettre des sanctions ne peut pas confiner à être considéré comme des ennemis? Il est probable que si. Donc voilà un petit peu où on en est. On a beaucoup d'options qui sont. Alors, je me rends bien compte que j'amène assez peu de réponses claires. On a beaucoup d'options finalement sur la table, avec une multitude de vecteurs qui peuvent amener aux décisions qui vont être prises, dont certains sont lisibles, rationnels, d'autres peut-être un petit peu moins, et enfin certains dépendent d'éléments qui peuvent nous échapper parce qu'on n'aura pas la lecture, notamment parce que, encore une fois, avoir des chiffres fiables sur la Russie pour certains domaines est encore une gageure. Merci. Je t'en prie. Je vous ai tous... J'ai tué l'ambiance. Moi j'avais une autre question. Mm-hmm. C'était par rapport à l'exclusion de SWIFT, enfin, du système bancaire international. Mm-hmm. Et est-ce que la Russie pourrait contourner cette exclusion en utilisant, par exemple, les crypto-monnaies, comme certains pays ont déjà commencé à le faire, comme le Salvador, tu vois. Et donc, voilà. Alors, l'exclusion du système SWIFT, la Russie a déjà commencé à mettre en place un système parallèle en Russie qui s'appelle le système MIR. Pour la blague, MIR en russe, ça veut dire à la fois la paix et le monde. Donc, voilà. Qui est un système qui est aujourd'hui moins performant que SWIFT, qui n'est pas évidemment déployé sur le même système, mais qui permet à minima au niveau du pays continent, parce que c'est en termes de superficie, c'est de ça qu'on parle, c'est d'un pays continent. C'est quand même sur 8 fuseaux horaires, d'avoir au moins un minimum de continuité. Après, il y a la possibilité d'utiliser des crypto-monnaies, mais jusqu'où les lancés ces crypto-monnaies n'ont pas encore réussi à totalement les substituer, hein, même si des pays d'Amérique latine avaient expliqué que c'était la kryptonite contre le dollar américain. Bon, ils n'ont pas quand même réussi à s'en sortir de manière parfaite. L'autre option étant de s'appuyer aussi sur la monnaie chinoise, le voisin à côté, et de passer par là. C'est pour ça que le soutien de la Chine à la Russie et pour Moscou extrêmement important, puisque ça permet d'essayer d'avoir des opportunités parallèles. Néanmoins, s'il y a un ban réel et strict, ça sera compliqué. Mais ce que vous dites, trouver des moyens de contournement, voire des pays qui n'auront pas mis de sanctions et qui pourraient y voir là une occasion de tirer des épingles du jeu, notamment pour, je pense par exemple, à des puces électroniques de haute technologie. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Yandex a sorti un énorme supercalculateur qui est le plus gros de Russie et qui est le 19e plus important au monde, qui sert notamment à faire du développement d'intelligence artificielle. Or, ce supercalculateur est dépendant de 1500 puces NVIVO. La Russie pensait se rabattre sur Intel, de structures américaines dont ils étaient dépendants. Donc après, c'est quel produit de substitution à mettre en œuvre ou pas. Tous les pays n'auront pas mis des sanctions et quelque part, la nature a horreur du vide. Donc, on verra ce que cela va donner, mais ça pourrait quand même très fortement compliquer la tâche. Maintenant, vous avez bien vu qu'il y a aussi une guerre économique sino-américaine assez violente, qui a donné d'ailleurs naissance à des textes pas complètement miroirs, mais à des lois d'extraterritorialité chinoise, en miroir de lois extraterritorialité américaine. Donc là au-dessus, en fait, on rentre sur une autre couche
et un autre volet d'implication du conflit. Et c'est ça, en fin de compte, qui est éminemment compliqué dans ce conflit, c'est que vous avez finalement, c'est pour faire un parallélisme avec le coin, et notamment avec le blanchiment, vous avez un système de layering, c'est-à-dire que vous avez plusieurs couches dans ce conflit. Le volet cinétique, le volet économique, le volet monétaire, enfin voilà, qui s'entremêlent et qui finalement tirent un grand nombre de ficelles et complexifient d'autant et la réaction et la réponse et aussi la prévisibilité de l'évolution de ce dernier. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez que je creuse? Oui, oui, non, c'est parfait, merci. Mais et aussi par rapport à la Suisse, j'ai pas très bien suivi, j'ai pas très bien compris, mais j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de pression occidentale sur le système bancaire suisse qui est neutre. Oui, et alors ça serait aussi, mea culpa, mea maxima culpa, j'ai oublié de vous le dire en termes de virage historique. La Suisse envisagerait de sortir de sa neutralité justement pour rendre les sanctions européennes particulièrement efficaces. Donc ça devait passer, ce n'était pas encore confirmé, alors ça l'a peut-être été depuis tout à l'heure, parce que les choses vont très vite, tout du moins je ne l'ai pas vu passer si c'était le cas, mais envisager de mettre fin à sa neutralité, ce qui serait une première et quelque part un changement historique qui marque quand même. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui mérite d'être souligné dans la crise qui va avec le déclenchement de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est qu'il y a une cristallisation et que ça engendre un nombre de changements assez historiques avec une rapidité très forte. L'OTAN a rarement été aussi unie. L'Union européenne elle-même change de portage, se dit que l'Europe de la défense, qui quelque part a bien du mal à se mettre en place pour des raisons finalement d'agenda différents entre les États membres, de gestion de budget, de philosophie, on commence à la réenvisager. L'Allemagne se réarme et, quelque part, au-delà de cela, elle accepte de se réarmer et les États européens autour lui disent quasiment enfin, ce qui, il y a encore 10 ou 15 ans, on aurait raconté ça, eh bien, on aurait dit que nous étions assez délirants. Bon, il y a une évolution qui est extrêmement rapide, avec des pivots qui sont très forts et qui marquent réellement l'impact et l'importance profonde de la crise engendrée par cette déclaration de guerre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excuse-moi, Christine, je reprends la parole, mais j'ai été un peu surprise. Mais là encore, c'est parce que je n'y connais rien. L'Inde est pour moi une démocratie. Comment ça se fait qu'elle ait maintenu une position de neutralité à l'ONU? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'Inde et moi, je l'ai que j'en ai une analyse que par rebond, en fait, hein, que par tiers. Si tu veux, le gouvernement Modi a pris, lui, un pivot qui était extrêmement clair, c'était de devenir un leader sur énormément de nouvelles technologies. Ça a leur valu quelques problèmes dans des captations de brevets, ce qu'on a pu voir, problématiques sur la propriété intellectuelle qu'on a pu voir dans d'autres pays, notamment en Chine, mais a réussi avec une poussée très forte à devenir leader sur certains champs de haute technologie. Pourrait notamment y avoir un intérêt et assez lié avec la Russie. On faisait partie des BRICS, hein, donc avec au même titre que notamment le Brésil. Hein, et à des liens commerciaux et de partenariat militaire avec la Russie qui sont anciens, qui sont assez vieux et finalement, et là aussi, hein, on parle du sous-continent indien à une échelle différente et qui est quand même un pouvoir fort avec des prises de décision qui ne sont pas réellement alignées avec la vision de la démocratie qu'on pourrait avoir en Europe. Donc, cela dit, ils n'ont pas pris de sanctions, mais il y a quand même eu un appel du Premier ministre indien au Kremlin pour manifester qu'il ne soutenait pas son action et qu'il serait bien d'y mettre fin. Et c'est une réaction extrêmement modérée, mais néanmoins qui a existé. Mais après, je ne pourrais pas rentrer plus que ça dans le détail de la relation
Inde, Russie, sans te dire de bêtises. Donc, j'irai pas, je suis désolée. Non, mais c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous en aviez déjà parlé, mais je voulais savoir si la Norvège et l'Algérie pouvaient suppléer le manque pour l'Europe, le manque à gagner justement du gaz russe, enfin du problème du gaz. Alors, c'est une des questions. Pour partie, oui. En totalité, c'est pas sûr. Là, on se tourne notamment vers des possibilités alternatives avec du gaz d'importation américaine et koweïti. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose ou du moins dont j'ai la certitude. Je sais qu'il y avait des tractations sur ce point-là, qu'on partait un petit peu plus sur le GNL, ce qui ne voulait pas dire qu'on n'allait pas essayer de voir ce qu'il serait possible de faire avec l'Algérie, notamment au niveau de la France. Malheureusement, nos relations diplomatiques avec l'Algérie se sont quand même sensiblement dégradées ces temps derniers, ce qui ne facilite pas les échanges commerciaux. Et ils ont eux-mêmes des ressources qui sont importantes, mais néanmoins comptées. Donc, il y a aussi là un équilibre important. Par contre, l'Allemagne a annoncé mettre en place dès maintenant des équipements assez importants dans certains de ses ports pour pouvoir accueillir le plus rapidement possible du gaz naturel liquéfié. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont faire des investissements notables et que c'est une des, voire la possibilité, en tout cas l'une des plus regardées. Merci.